c'est un objet qui leur appartient. Alors évidemment, ils ne le formalisent pas comme ça. Mais je t'aime, je vais te tuer, tu m'appartiens. C'est ça, en fait, la logique qui se met en place. Donc, j'ai mal calculé la distance à cause de l'alcool et des médicaments. Et manque de peau, je lui mets un coup de tête. Ah oui, manque de peau, d'accord. Enfin, vous deviez être très près quand même, monsieur. Je reconnais l'avoir mis un coup de tête. Bah oui, mais c'est le risque qu'on prend quand on s'approche très près, de manière brutale, et qu'on a pris de l'alcool. Hein, voilà. Bon, et alors ensuite ? Ensuite, j'ai mal calculé la distance entre la porte et moi. Ah bah décidément, oui. Et je le reconnais, j'ai cassé la fenêtre. En tout cas, ce que dit Aristide, c'est que dans la suite là, de la dispute et de la scène, maman nous a demandé à nous, les enfants, d'aller dans la chambre. À ce moment-là, je n'ai plus rien vu. J'ai juste entendu papa dire 2 ou 3 fois « Je te crève, je vous crève tous ». Donc ces menaces de mort-là qui vous sont reprochées, ça veut dire que vous aviez repris vos esprits à ce moment-là. Je ne voulais pas dire ça. Mais qu'est-ce que vous vouliez dire ? Je voulais dire ne m'approchez pas. Et pourquoi vous n'avez pas dit ne m'approchez pas, mais je vous crève tous ? C'est pas la même chose. Je sais pas. J'ai accepté d'ouvrir cette salle d'audience parce que je crois que ce sujet est un sujet de société capital et qu'il est extrêmement important qu'il soit documenté, qu'on puisse se rendre compte de l'extérieur des mécanismes qui sont à l'œuvre. On voit souvent la justice à travers le temps de l'enquête, avant, le prononcé de la peine, où on parle du délibéré, par exemple, dans les médias, éventuellement à travers la parole des avocats, des procureurs, parfois des parties civiles qu'on voit devant les palais ou des victimes qui s'expriment. Toutes ces paroles sont complémentaires, riches, ce débat il est extrêmement important, mais on entend peu la parole des juges. Les magistrats ont un devoir de réserve, ils ne peuvent pas s'exprimer librement sur leurs affaires. En revanche, leur parole à l'audience, ça c'est une parole publique et elle est très importante. Les hommes qui comparaissent dans ces audiences sont bien souvent des hommes qui vont avoir différentes sortes de profils au plan socio-économique, donc ils peuvent venir de n'importe quel milieu. En revanche, le trait commun, c'est qu'ils ont tous baigné dans un univers où les violences font système. Les violences de genre, c'est-à-dire l'exercice de la domination systémique, sociale, des hommes sur les femmes qui date de millénaires. Le trait commun qui apparaît très clairement dans ce documentaire, c'est cette notion du contrôle coercitif. C'est un schéma de comportement, pour le dire simplement, qui vise à instaurer sur son entourage familial en l'occurrence, un climat de domination et de captivité par tout un ensemble de mesures de contrôle, de micro-régulation de la vie quotidienne qui sont sanctionnées par la violence intime. On lit les textos, on contrôle les portables, on contrôle l'activité sur les réseaux sociaux de sa femme, on vérifie avec qui elle sort, etc. Le lendemain, elle est allée chez vous vers minuit, 1h, et elle dit qu'en réalité, au départ, la conversation se passe bien, et c'est quand elle a commencé à vouloir sortir que là, la situation a totalement dérapé. Oui, je m'ai empêché de sortir, oui. Oui, j'avais besoin de réponses. Je lui ai dit, donne-moi des réponses. Et donc, on a besoin de réponses. Quelqu'un ne veut pas répondre. Qu'est-ce qu'on fait alors ? On l'empêche de sortir, puis s'il arrive à sortir, on l'attache ? Oui, vrai. Non, mais il a tapé, il a commencé à hurler, il a menacé de me défenestrer et de se défenestrer. Vous avez hoché la tête tout à l'heure. C'est vrai ou pas ? De la défenestrer ? Oui. Et de vous défenestrer ? Ah, moi, peut-être oui. Parmi les mécanismes psychologiques mis en œuvre par les auteurs de ce type de violence, il y a le fait de décrédibiliser la victime, de la faire passer pour folle, menteuse, hystérique, on l'entend très bien dans le documentaire. Il y a le fait d'inverser de la culpabilité et de faire en sorte que ce soit les victimes qui se sentent responsables. Alors évidemment, si vous prenez qu'un seul truc, vous dites elle peut partir par tout autre point de vue. Mais la réalité, c'est qu'est-ce qu'il a fait pour qu'elle ne parte pas ? Et si elle ne peut pas partir, c'est parce qu'il y a un mécanisme d'enfermement et parfois de progressivité. C'est-à-dire que dans un premier temps, les sanctions, entre guillemets, sont faibles, et puis ça va augmenter petit à petit jusqu'à la menace, jusqu'à la violence physique et jusqu'au féminicide. Il faut avoir à l'esprit que dans un certain nombre de cas de féminicide, pas tous évidemment, mais dans un certain nombre de cas de féminicide, il n'y a non seulement jamais eu de plainte avant, mais jamais de violence physique exercée avant. Parce que le contrôle coercitif est en place, il est conscientisé ou pas par la victime d'ailleurs, mais en tout cas le climat qui est en place, c'est « tu m'appartiens, je régule la vie quotidienne ». Et tout est sous mon contrôle. Et le féminicide va intervenir, le passage à l'acte, c'est le premier, dans bien des cas, au moment où la femme s'échappe du contrôle. Bien souvent, on sait que c'est des cas où le risque est majoré au moment où elle annonce le divorce, ou la séparation, ou la volonté de partir, au moment où l'homme découvre qu'il y a quelqu'un d'autre, même avec lequel potentiellement il ne s'est rien passé,
mais tu m'appartiens. Et donc parce que tu m'appartiens, tu n'appartiens à personne d'autre. Si tu appartiens à quelqu'un d'autre, eh bien je préfère briser mon jouet et te détruire. Tu n'appartiendras à personne d'autre. Ou au moment aussi, ça c'est un facteur déclencheur important, au moment des grossesses. Parce que là, chez un certain nombre d'hommes, se joue le fait que eh bien, tu ne m'appartiens pas complètement, puisque tu vas peut-être t'occuper de l'enfant, ou qu'en tout cas, il y a quelqu'un qui va venir s'immiscer dans cette relation fusionnelle qui est à mon seul profit, et je ne le supporte pas. Et je te préviens, c'est la dernière fois que tu m'as accrochonné parce qu'autrement je te cogne. C'est bon? Oui, d'accord. Mais je te ramène dans une heure. T'as compris le message là? T'as compris le message? Dorénavant, je vais te cogner, c'est clair? Puisque je suis plus personne pour toi, puisque tu t'es foutu de ma gueule, et bah pourquoi je ferais des efforts? Hein? Pourquoi je ferais des efforts? Pour ton fils? Pourquoi je serais là? Hein? Pourquoi je ferais des efforts à être gentil? Hein? Tu m'as manipulé dans l'espoir de te faire baiser par tes vieux profs de fils de pute de merde et tes vieux collègues que t'as allés, hein? Parce que t'es qu'une bâtarde de fils de pute, de salope de merde. Donc ouvre ta gueule, je vais te cogner dorénavant. T'es plus rien, t'as tiré un trait sur tout ce qu'on aurait pu vivre ensemble et tout ce qu'on a déjà vécu. Tout ça parce que t'es qu'une salope dans l'âme depuis toujours. Donc fais la maline avec moi, parle-moi mal encore une fois, raccroche-moi au nez, je te cogne. C'est clair? Je te cognerai jusqu'à ta putain de mort parce que j'en ai ras le cul de tout ce mal que tu m'as fait, de ces problèmes qui me sont arrivés à cause de toi, pendant que toi tu fais ta grosse pute et que tu vis ta meilleure vie, espèce de sale bâtard de merde. Donc maintenant ouvre ta gueule, t'es plus rien, je vais te baiser ta mère, sale bâtard de fils de pute, hein. Je vais t'amuser à tchatcher des mecs sur Instagram pendant que t'es encore avec moi, espèce de grosse merde, moi. C'est clair? Maintenant la vie de ma mère, tu vas le regretter, espèce de sale bâtard, je te souhaite de choper le sida, fils de pute, va. Le bruit de l'enfant, il est rajouté. Le cri de l'enfant est rajouté? Excusez-moi. D'accord. C'est quand même d'une violence extrême, ce que vous dites, Alors, avec un vocabulaire extrêmement violent. Effectivement, les mots sont là pour toucher. Il n'y a pas de secret là-dessus. Les mots sont là pour toucher. On n'est pas là pour faire passer un message anodin qui ne sera pas écouté. Forcément, à ce moment-là, quand on est en colère, et c'est propre à chaque humain. Ce mécanisme de défense qui vient dire finalement c'est pas très grave, ou finalement je me sens pas tout à fait responsable, ou je suis irréprochable, il s'adosse aussi, et c'est ça qui est important de comprendre dans les violences intrafamiliales, à une structure sociale où historiquement la violence des hommes était légitime, justifiée, y compris justifiée par la loi. Pendant très longtemps, l'homme avait un droit de correction sur sa femme et sur ses enfants, voire un devoir de correction. C'était encore vrai dans le Code Napoléon, c'est-à-dire au XIXe siècle. Donc ça, c'est une structure historique à laquelle on s'adosse, qu'il est très difficile de combattre. Et lorsque les hommes auteurs de violences viennent expliquer que non seulement ils ne sont pas responsables, mais parfois certains vous disent « mais il faut bien que je me fasse respecter ». Et mon moyen légitime de me faire respecter, c'est ça. Je suis l'homme, je suis le chef de famille. Je suis frappée de voir combien encore de séries télévisuelles ou de films commencent par un cadavre de femme, par un meurtre de femme, par des violences commises sur les femmes, qui ne sont pas identifiées comme étant en lien avec la vie quotidienne des femmes qui sont victimes, mais malgré tout, c'est extrêmement prégnant. On parle beaucoup de culture du viol en ce moment, mais il y a aussi une culture de la violence à l'égard des femmes, voire une culture du féminicide, parce que finalement, cette image collective, elle est dans la culture presque populaire. On a des références à ça dans nos audiences. On a beaucoup d'hommes, on l'entend à un moment du documentaire, qui disent pas seulement « fais gaffe à toi, regarde ce qui va t'arriver, attention à ce qui va t'arriver », mais qui disent « je vais te couper en morceaux, je vais te démembrer, je vais te brûler, je vais boire ton sang ». C'est-à-dire il y a un mode opératoire qui est décrit et qui fait référence à une culture globale, en réalité. Vraiment, j'en appelle aux artistes, aux réalisateurs, aux producteurs, à tous les gens qui produisent de la fiction, de mesurer à quel point ils ont une responsabilité dans tout ça. Il y a une responsabilité individuelle, évidemment, qui repose d'abord sur les hommes, qui sont majoritairement les auteurs, de prendre conscience de cette violence, et puis de faire le pas, de chercher à la traiter, en fait, à apprendre à fonctionner autrement. Il y a une autre façon d'euphémiser le crime de féminicide, notamment, c'est de le rendre romantique. Alors, c'est effectivement très présent dans la pop culture, mais c'est très présent aussi dans les salles d'audience, où les prévenus nous disent encore beaucoup « mais je l'aime, j'ai donné de l'amour », on le voit dans le documentaire. Il y a une forme de flou qui s'installe dans la perception de la réalité. Donc derrière les mots, c'est la perception de la réalité qui se joue. Et percevoir le crime passionnel, c'est percevoir la passion. Alors que c'est oublier le crime. Et le crime n'est jamais passionnel. On ne tue pas par amour, ça n'est pas vrai. Donc je crois que c'est extrêmement important de remettre des mots sur les choses, sur les actes, sur les faits sociaux, et c'est ce qu'on fait à l'audience. Elle parle de menaces de mort. Je vais te buter.
Vous avez fait ça, Je monsieur? l'ai dit, dans l'énervement. Bah oui. clairement. Qu'est-ce que vous avez pensé que ça fait à un enfant de voir son beau-père, en l'occurrence, qui dit « je vais t'en foutre une devant ton fils » ? Bah, ça marque. Ça marque parce que mon avocate vous en parlera sûrement après. Mais j'ai grandi dans ce milieu-là moi aussi, donc Ben voilà. voilà. Et donc son fils, après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va taper sur sa propre femme et ça va durer comme ça, de génération en génération? Si vous en avez conscience, monsieur, si vous savez que vous avez été victime de violence et que vous avez un comportement que vous n'arrivez pas à contrôler, à cet égard, on va y revenir, c'est à vous d'interrompre le cycle de la violence. C'est sur vous que ça repose pour pas que les générations après continuent. Vous comprenez? On voit qu'il convoque là une forme d'excuse. Parce que j'ai été victime de violence, alors je vais devenir violent. Et je crois qu'il est très important de dire deux choses à cet égard. La première, c'est que la plupart des femmes ou des filles victimes de violence ne reproduisent pas ce schéma. Certes, quand un enfant masculin a été victime de violence, il va se retrouver bien souvent à reproduire les violences, mais une fille, une femme qui a subi des violences va reproduire la victimation. Le droit a pu pendant très longtemps finalement maintenir les privilèges. Ça a été le droit, ça a été la loi de l'Ancien Régime. Ces privilèges-là ont été abolis aussi, mais ils sont restés très présents dans les consciences, dans les références, j'allais dire, presque culturelles. Et il y a deux rôles qui peuvent être donnés au juge. Ça peut être celui de maintenir l'ordre social, mais ça peut être aussi de la faire évoluer, cette règle commune. Ça a été beaucoup le cas en matière de droits des femmes. L'exemple le plus récent, c'est le procès des viols de Mazan. Et aujourd'hui, je crois que c'est cette petite révolution sociale que les victimes et la société attendent de nous, juges, à chacun de ces procès, en matière de violences faites aux femmes et de violences intrafamiliales. Monsieur B, est-ce que vous voulez bien revenir à la barre, s'il vous plaît? Alors, madame explique qu'un jour, vous lui avez craché au visage en la traitant de salope, grosse pute, catin, bâtarde, mère indigne, crasseuse. Je reconnais avoir craché au visage de madame B, effectivement. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme je l'ai dit à ce moment-là, je m'en suis excusé. Le premier propos, ça a été « je suis désolé », mais à ce moment-là, je peux rien faire de... Enfin, voilà, je suis désolé, ça a été ma parole et je suis parti. Donc, encore une fois, ce que j'en pense, c'est que j'aurais peut-être pas dû amener ce crachat, d'accord? Mais il était en réponse à de multiples provocations de madame B. Entre autres, ton jugement arrive bientôt, je vais t'enfoncer, tu vas voir, je monte un dossier, et ça à répétition. D'accord, donc c'est de la faute de Mme B, de son comportement. Non, mais je dis, si, ça répond, on me demande, Et bien voilà, donc c'est votre réponse. Il n'y a pas de fumée sans feu. J'ai été frappée de cet extrait là dans le documentaire avec un homme qui dit « le crachat que j'amène ». Mais on n'amène pas un crachat comme on amène un cadeau. Et au moment où il le dit, c'est extrêmement important que le juge puisse reformuler pour rendre au fait sa réalité. C'est ça qu'on attend du juge. C'est la manifestation de la vérité, donc que la vérité éclate, qu'on sache à l'audience ce qui s'est vraiment passé et que ce qui s'est vraiment passé soit nommé. Je crois qu'il y a deux choses. Comme juge, c'est remettre systématiquement dans le bon sens la culpabilité. Il s'agit de juger l'auteur et que la question n'est pas le comportement de la victime, mais le comportement de l'auteur. Mais le deuxième aspect, j'allais dire, c'est que mettre les lunettes de regarder le comportement de l'auteur, tout le monde peut le faire. Donc, chacun peut, dans son entourage quotidien, regarder son propre quotidien ou celui des femmes ou des hommes autour de lui ou d'elle et se dire est-ce que là, il peut y avoir de la domination, de la violence ou de l'inégalité, du sexisme, du stéréotype, du biais. Et ça, tout le monde peut le faire. Il suffit juste de changer un petit peu sa focale et de se dire non pas je vais me raccrocher aux stéréotypes dont j'ai l'habitude, mais je vais essayer délibérément de me demander, de me poser ces questions-là. Je me pose systématiquement 3 questions quand j'aborde une situation. C'est est-ce que mon intervention, ou mon action, l'acte, le jugement que je vais rendre, ou ma relation, la façon dont je vais parler à cette victime ou à cet auteur, ou ma perception de la réalité, elle peut être le fruit d'une inégalité systémique, d'une inégalité de genre. Si j'ai cette perception-là, c'est parce qu'en fait, je m'approprie les stéréotypes. Est-ce qu'elle peut aggraver cette inégalité ? En me prononçant de cette manière-là ou en parlant de cette manière-là à la victime, je vais venir aggraver une inégalité. C'est la victime à qui on dit à l'audience « Enfin madame, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas partie ?» ou les victimes de viol qui disent « Mais on m'a demandé comment je me suis habillée. » Et puis troisième question, qui est une question inverse et qui est indispensable, est-ce que mon comportement, ma façon de faire, là aujourd'hui la décision que je vais prendre, peut venir corriger une inégalité systémique, corriger cette violence ? Monsieur K. Le tribunal, après en avoir délibéré, vous déclare coupable de l'intégralité des faits qui vous sont reprochés et en répression vous condamne à la peine de 8 mois
d'emprisonnement, dont 4 mois de ferme, que vous aurez à exécuter sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique. Mais le fond de l'histoire, il est là, Madame la juge. D'accord. Je ne suis pas violent. J'ai peut-être été colérique, mais je ne suis pas violent. L'enjeu aujourd'hui, c'est plus seulement de juger davantage ou plus vite, c'est vraiment de juger mieux. Et donc pour juger mieux, c'est ce qu'on appelle l'office du juge, c'est que le rôle du juge, c'est pas seulement de juger les affaires de plus en plus rapidement, c'est vraiment maintenant d'être spécialisé, d'être capable de décrypter l'ensemble de ces mécanismes qui apparaissent à travers le documentaire et de rendre une justice à cet égard de meilleure qualité, en ce sens qu'elle va pouvoir intégrer la dimension systémique des violences, c'est-à-dire en quoi ces violences sont ancrées dans un système, les contextualiser et changer ce système. Je crois qu'il est extrêmement important de rappeler qu'il existe des outils, des lieux d'écoute, des endroits où les personnes, quel que soit leur âge, victimes de violences ou craignant d'être victimes de violences, peuvent trouver des conseils, une écoute, un appui et une aide concrète. Je voudrais d'abord évidemment mentionner les 2 numéros nationaux d'écoute gratuits qui peuvent être appelés par tout moyen, le 3919 pour les violences faites aux femmes et le 119 pour la protection de l'enfance en danger. Ça fonctionne extrêmement bien. Moi, j'ai jugé des affaires qui ont commencé parce qu'un enfant avait appelé le 119, avait expliqué à l'écoutant qu'il avait au téléphone que son père était violent, et c'est comme ça que les services de gendarmerie ont pu intervenir immédiatement. Donc à celles et ceux qui se sentent démunis, je voudrais dire que c'est un premier pas à faire qui permet d'avoir non seulement une écoute, mais une réponse concrète. Donc ne restez pas seul, et si la démarche de pousser la porte d'un commissariat, d'une gendarmerie vous paraît insurmontable dans un premier temps, vous inquiète parce que vous avez peur d'arriver dans un processus qui vous dépassera, vous pouvez commencer par ces démarches-là. C'est aussi une façon de s'en sortir ou d'activer une aide. Et puis bien sûr, les services de police et de gendarmerie sont là 24 heures sur 24 pour prendre une plainte. Qu'on soit victime ou témoin, ça fonctionne, donc il faut le faire.